Hello, bienvenue sur Prospect. Aujourd'hui, j'ai invité Damien Gisbergen, account exécutif SMB chez Salesforce. Il a déjà coaché plus de 50 personnes en 3 ans sur des rôles de SDR, BDR et AE. Il les a aidés à être plus pertinents dans leur prospection, mieux s'organiser, prendre plus de rendez-vous qualifiés, diminuer la durée d'un cycle de vente et surtout leur permettre d'atteindre, voire dépasser leur objectif pour évoluer sur d'autres postes. Depuis ses débuts chez Salesforce, il est toujours resté constant dans ses performances. Il atterrit toujours entre 120% et 200% de ses targets en BizDev. Comment il fait? Eh ben, il cherche toujours à renforcer son discours et à poser des questions qui permettent vraiment de déclencher des conversations. Je voulais justement parler de ça avec lui, de comment réussir à avoir des conversations en call call. Le call call est un exercice pas facile. On dérange une personne, on a très peu de temps pour prendre un rendez-vous, pour susciter l'intérêt. Et donc, un des meilleurs moyens parfois pour éviter d'avoir des no-shows et pour intéresser son interlocuteur, c'est de déclencher des conversations. Cet épisode s'adresse à tous ceux qui font déjà du call call, mais qui cherchent à muscler leur jeu pour augmenter leur taux de conversion. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Damien, comment tu vas? Salut Laetitia, ça va super et toi? Écoute, ça va bien, je suis contente de te retrouver là, sur Prospect. Je t'ai invité pour qu'on parle de call call. L'idée pour moi étant qu'on puisse en fait, en tout cas, aller plus loin que ce qu'on peut voir de temps en temps sur LinkedIn, sur comment réussir son call call. Alors il y a beaucoup de contenu aujourd'hui, sur justement, comment aborder, du coup, ses prospects avec, par téléphone. Alors c'est super parce que du coup ça démocratise le téléphone, ça fait en sorte que les gens sont beaucoup moins stressés sur le fait de prendre leur téléphone. Mais bon voilà, parfois c'est un peu léger et surtout sur certaines targets qui peuvent être des C-level, des dirigeants et cetera, c'est pas forcément des conseils suffisamment, je dirais, high level pour pouvoir, réussir à performer. Donc en fait, j'avais envie qu'on fasse un épisode sur le call call, mais pour des gens qui prennent déjà le téléphone, mais qui ont envie tout simplement d'aller plus loin, de se muscler et de tout simplement de performer. Avant qu'on commence à rentrer dans le détail, j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta vision de la prospection aujourd'hui? Ok, bonne question. Alors je te rejoins, en effet, ça fait maintenant 4-5 ans où il y a de plus en plus de contenu sur LinkedIn, qui m'ont d'ailleurs bien aidé pour comment prospecter, comment faire du multicanal et comment réussir ses call calls. Et c'est très bien parce qu'aux États-Unis, on a vu ces dernières années qu'il y avait beaucoup de contenu, qu'ils étaient un petit peu en avance sur la France. Donc ça, c'est le premier constat, c'est déjà une bonne chose. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de compétition, il y a de plus en plus de personnes qui prospectent. Et les acheteurs, en fait, ce que je constate, c'est qu'ils sont éduqués maintenant. Ils sont habitués à se faire prospecter, à se faire proposer des rendez-vous dans tous les sens, mais un rendez-vous sans valeur ajoutée pour eux, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et c'est là où, en fait, va falloir rentrer un petit peu dans le détail et être plus précis dans ses approches, plus sharp. OK. Donc toi, tu te rends compte aussi également que, par exemple, juste le fait, parce que c'est souvent parfois les conseils qu'on peut avoir, de prendre son téléphone, juste d'oser, c'est pas suffisant aujourd'hui pour pouvoir avoir des rendez-vous. Il va falloir travailler un peu plus les approches, les accroches, pour pouvoir avoir des rendez-vous dans un contexte où, voilà, en fait, une personne peut recevoir 3, 4, 5, 6 calls dans la même journée. Tout à fait, sachant que c'est un très bon début de faire ça et déjà de prendre son téléphone, d'avoir ce discours de prise de rendez-vous, d'arriver à verrouiller les rendez-vous. Mais si on veut monter un petit peu en compétence et être plus précis dans sa prospection, là, faut en effet muscler son jeu. OK, très bien. Alors du coup, toi, tu as quand même pas mal d'expérience et tu as formé pas mal de personnes sur la partie call call. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi un bon call call? Un bon appel? Ouais, c'est une C'est quoi l'ingrédient? question très dure, mais pour moi, un bon call, déjà, la première étape, c'est de verrouiller que son interlocuteur a le temps. Verrouiller quelques instants, quelques secondes, pour lui expliquer pourquoi on l'appelle. Et quand on arrive justement avec le pourquoi, là, faut être précis. Il faut avoir fait son travail, ses recherches. Exemple, une levée de fonds, des recrutements de commerciaux, le lancement d'un nouveau produit, etc. Et de cet événement, il faut en découler une problématique sur lesquelles on peut l'aider. Et donc ça nécessite du coup d'avoir travaillé, de connaître les points de douleur de son industrie ou de ce persona-là, et après de travailler une ou deux questions qu'on peut poser au prospect pour susciter son intérêt et que le prospect, ça le fasse réfléchir de lui-même. OK, et alors du coup, toi, l'idée, c'est de verrouiller le temps. Ensuite, est-ce qu'en amont, tu as des choses à dire, des choses que en amont du call call, sur, alors pas de la prépa, parce que souvent tu as ce débat-là, des gens qui disent: «Non, il faut surtout pas, over préparer» parce que, bah, parfois tu peux préparer, rester 5 minutes sur un prospect, tu l'appelles, il répond pas et donc tu as perdu 5 minutes. Ou bien, l'inverse: «Non, non, il faut hyper préparer, il faut avoir des choses
extrêmement bien précise sur son prospect. C'est quoi toi Ok, ton point de je vue suis là-dessus? d'accord avec ça. En effet, il faut faire le juste milieu entre la préparation, donc préparer sa liste, ça c'est évident. Pour ça, après, s'allouer des créneaux d'une heure ou deux où on fait que ça. Et moi, ce que je fais généralement, c'est sur ma liste, en fait, je vais marquer tous les noms des personnes, son poste, la problématique et la problématique auquel je vais répondre, et une ou deux références clients. Et pour gagner du temps dans cette préparation, bah, le mieux c'est de se faire des campagnes de prospection par persona ou par produit qu'on souhaiterait vendre, solution qu'on souhaiterait vendre, associée à une problématique. Et comme ça, en fait, on optimise le temps et on garde le même discours. En fait, quand on appelle une heure les mêmes personnes avec les mêmes problématiques, bah, on peut rebondir après sur un échange qu'on a eu juste avant, en réutilisant la référence ou justement une réponse qu'il a donnée. Et c'est comme ça, moi, en tout cas, que je gagne du temps. Je trouve ça très pertinent ça parce qu'effectivement, l'idée parfois pour, si on passe d'un persona à un autre, d'un type de secteur à un autre et cetera, on peut en fait comment se perdre, être beaucoup moins pertinent du coup, au fur et à mesure que les calls se fassent parce que voilà, on va changer de discours et cetera et on va pouvoir, on sera beaucoup moins confiant. Alors là, ton tip, c'est en fait de se dire: «Bah, effectivement, je vais rester sur le même personnage, je vais avoir le même discours». Bah, au fur et à mesure de la session, bah, je deviens meilleure parce que, mon discours, il est plus rodé, je suis un c'est un peu comme, voilà, c'est un entraînement, quoi. Je suis un peu plus, un peu p voilà, je suis un peu plus chaud et donc du coup, le troisième, le quatrième, le cinquième appel est meilleur et donc si j'ai des gens qui me répondent, je vais plus facilement Exactement, et décrocher le même rendez-vous. rebondir, par exemple, dire, bah voilà, il y a 3 minutes, j'étais au téléphone avec votre confrère qui me disait que justement, dans leur boulangerie, ils avaient des problèmes pour faire X ou Y. Et du coup, là, tu crées encore plus la confiance et même toi, tu y crois dans ton discours. OK. Bah, maintenant rentrons un peu dans le vif du sujet de comment on fait un call, je dirais, un peu plus high level. Je pose le contexte parce que les gens vont se dire: «Ça veut dire quoi juste un cold call, high level?» C'est quand je t'avais parlé, j'avais dit: «Ouais, effectivement, tout ce que je peux voir aujourd'hui, c'est, des scripts un peu basiques qui sont, OK, bonjour, est-ce que vous avez le temps?» ou «Bonjour, est-ce que vous êtes madame X? Voilà moi ce que je fais, j'aurais voulu qu'on prenne 5 minutes pour parler» et puis, en fait, on essaie d'aller super Hmm, vite. Donc là, même le clairement. rythme de ma voix est pas du tout le bon. Ça va être: «Bonjour Damien, j'espère que vous allez bien, vous avez du temps? Ah super, très bien. Bon voilà, bah, juste pour vous expliquer rapidement, moi je fais ça et donc du coup, est-ce que, vous serez intéressé? Ah OK, vous êtes intéressé ou même si vous êtes pas intéressé, on pourra parler de ça et puis, bah, si vous voulez, voilà, bah, vous êtes dispo jeudi, vendredi? OK, jeudi, vendredi midi? OK, bah, je vous envoie et bien vers oui. Bon, ça, je dis pas que c'est mauvais, mais il peut y avoir un gros no-show et voilà, parce que vous avez forcé la personne à le faire. Donc justement, nous, l'objectif, là, ça va être de voir comment c'est pas évident du tout, hein, on fait pour, une personne qui a pas envie de vous parler, une personne qui est pressée, bah, justement avoir en fait un peu, un échange plus qualitatif. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu je sais que toi, tu as un peu un fonctionnement en trois étapes en fait, sur ton call. Ouais, Est-ce que tout tu à peux nous fait. en dire plus? Euh, Là, je vais parler de la partie vraiment prospection, donc une personne qui n'est pas client, en tout cas de votre solution. Donc l'idée, hein, au début, c'est de, donc comme je disais, préparer au moins une ou deux références clients, arriver à trouver une problématique ou un cas d'usage auquel on répond, donc un pain, comme on dit, un irritant sur lesquels nous, notre solution, notre produit va aider. Donc quand j'appelle, moi je me présente, Damien de Salesforce. Est-ce que vous avez quelques secondes que j'explique la raison de mon appel? 30 secondes. Je sais que l'appel n'était pas prévu. Moi j'aime bien verrouiller le temps, je respecte le temps de chacun. Je sais qu'il y a plusieurs écoles. Oui, non, oui, ok. J'ai vu que je suis passé sur votre profil LinkedIn, j'ai vu que vous recrutiez du monde. J'étais sur votre site internet, j'ai vu que vous utilisiez tel outil. J'ai vu que vous aviez tant de visiteurs sur votre site internet. Ensuite, j'évoque un constat que j'ai sur le marché. Généralement, on constate que sur vos secteurs ou des entreprises avec qui je travaille, euh, les X milliers de visiteurs qu'ils ont sur leur site internet, ils ont des difficultés à les convertir parce que, comment vous aujourd'hui vous faites ça? Et en fait, j'essaie de poser une question pour l'engager. Ce qui peut être très dur puisque on n'est pas à l'abri qu'il n'ait pas le temps, qu'il est entre une ou deux réunions. Mais quand je pose cette question-là, après, le but c'est que la personne réfléchissent d'elles-mêmes et me donnent une réponse pour engager la discussion. Et là, ensuite, s'il y a un intérêt dans la discussion, proposer un rendez-vous pour creuser un petit peu plus. Donc toi, tu vas être beaucoup plus sur la partie OK, je pars de ma connaissance du marché, donc Ouais, ça bien demande quand même sûr. d'être un peu expert et de pas sûrement donner des trucs un peu bateaux. Et donc du coup et ensuite par rapport à ça,
dire en fait un peu les tendances que tu vois et de montrer en fait les difficultés, du coup justement le pain que tu identifies parce que tu connais, quand C'est même bien ça. tes clients et donc du coup de checker en fait en gros à ton interlocuteur, est-ce que c'est son cas pour pouvoir enclencher une discussion? C'est ça. Et en effet, ça nécessite, je suis d'accord avec toi, une connaissance, de son marché, bien entendu, de l'industrie, de ses concurrents. Moi, j'aime bien me faire une liste des limites de mes concurrents, en tout cas des différences que je vais avoir sur le produit que je vends, et connaître, moi, en gros, la proposition de valeur de mon produit, soit ce qu'on appelle un ROI, donc le retour sur investissement de ce produit, mais pas de manière bullshit. C'est je gagne du temps à automatiser telle tâche, et donc ça vous permet à vos équipes de passer plus de temps sur de la prospection, par exemple. C'est vraiment de donner de manière très simple ce que ça peut leur éviter de perdre et ce qu'ils peuvent gagner. Et moi, j'aime mieux dire ce que ça va leur éviter de perdre. Parce que les gens font plus attention à ce qu'ils pourraient perdre qu'à ce qu'ils peuvent gagner. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui, surtout qu'en fait, dans un contexte où effectivement les gens se disent, «Bon, OK, est-ce que c'est, primordial ou pas?» alors que, bah, aujourd'hui, tu as pas envie de forcément de perdre, un certain nombre de choses. Donc j'aime bien le fait que tu dises qu'en fait, voilà, il faut être très au clair sur son avantage compétitif face à d'autres concurrents, en gros, globalement, que tu traduis, avec des questions. Est-ce que généralement tu as toujours la même? Est-ce que tu as 2 ou 3 questions différentes en fonction des personas? Est-ce que est-ce que tu enchaînes dans ta session la même question? Est-ce qu'au final non, pas du tout? C'est une bonne question. J'essaye de me préparer deux ou trois questions. Mais après, pour être honnête, il y a aussi le feeling et à force, c'est l'entraînement qui fait que je connais et les deals que je vais avoir. Je connais mes concurrents, je connais les limites. Donc, je les prépare. Après, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec ChatGPT, en fait, ils peuvent vraiment nous aider à déjà articuler cette proposition de valeur à ces différenciateurs qu'on peut affiner et se préparer des tableaux déjà préfaits par ChatGPT avec des prompts en 5 ou 10 minutes. Donc je le prépare, mais après, bien entendu, qu'à force, c'est aussi la répétition, l'entraînement. C'est comme le sport, faut s'entraîner, et ça vient. Mais la préparation est quand même essentielle. Donc deux ou trois questions. Donc première étape, du coup, tu communiques en fait ton avantage compétitif et en gros, tu, traduis ça par une question et donc tu poses une question. Ensuite, heu, bon, en fonction de ce qui te répond et cetera, toi tu vas du coup, ensuite présenter ta valeur ajoutée, ta proposition de valeur, en une phrase. Là encore une fois, par exemple, quel tips tu pourrais donner? Parce que souvent, généralement, les gens vont dire: «Bon voilà, nous on fait ça». C'est pas forcément toujours évident de parler en bénéfice plutôt qu'en Bien sûr. caractéristiques, plutôt qu'en avantages et cetera. Toi aujourd'hui, pareil, cette phrase-là, en fait, est-ce que tu donnes des exemples? Est-ce que tu donnes pas d'exemples? Comment tu fais pour que ce soit le plus clair possible, et que tu te heurtes pas au, «Non mais bon écoutez en fait on est déjà équipés, souvent ou bien on a déjà ça» ou en fait, «Non mais vraiment on n'est pas intéressé» parce que c'est souvent à ce moment-là où, en fait on a un moment où vous avez posé la question, ils font: «Oui, bon oui j'ai des problèmes» et cetera et quand tu enchaînes avec ta proposition de valeur, dans la tête de ton prospect, c'est: Ouais. «Ah encore un nouveau truc, voilà, où je suis pas prêt, où j'ai vraiment pas la C'est tête un à ça». bon point. Alors du coup, soit si en effet le prospect, je le sens fermé, il m'écoute pas vraiment, j'essaie d'ouvrir la discussion aussi sur le fait que en fait l'échange là de 15 minutes, ça va être justement l'occasion de challenger un petit peu le statu quo et de voir comment vous pourriez travailler différemment. Donc ça, je le donne ça aussi pour lui insérer le fait que, voilà, l'idée c'est un petit peu de voir si on peut faire mieux ou différemment. Et ensuite, pour la proposition de valeur, moi ce que j'aime bien faire, c'est donner deux, euh, deux bénéfices. Donc par exemple, avec telle solution, tu vas avoir un outil unique pour gérer tout ton cycle de vente, une vue partagée, et donc tous les départements auront une vue complète et gagneront du temps et éviteront de perdre du temps à aller chercher l'information entre plusieurs outils. Donc je donne deux avantages et en tout cas enfin une chose qu'il pourrait qu'il perdrait, tu vois. Donc il éviterait de perdre du temps. Toujours dans cette logique de je veux parler plutôt des choses qui perdent que plutôt des choses qui gagnent. C'est ça. Et j'essaie de chiffrer un petit peu, 1 ou 2 heures par jour à définir. Et après ça, je l'adapte au persona aussi, parce que si on parle à un C-level, lui, il va peut-être plus être intéressé par optimiser sa marge, rationaliser ses outils, développer son chiffre d'affaires, alors qu'une personne middle management, elle va plus être focus sur ses équipes, améliorer la productivité des équipes, donc concrètement, générer plus de deals, générer plus d'affaires, réduire le cycle de vente. Tu vois, c'est vraiment, j'adapte aussi en fonction
du personnage, je dirais. OK, ce que je enfin, hyper important parce qu'en fait, ça, je pense que tout le monde ne le fait pas. Justement, encore une fois, c'est que, bah, tu peux avoir un peu ton tableau. Alors, moi, tu peux utiliser ChatGPT et cetera, mais ton tableau un peu fait, de se dire: «Voilà, effectivement, bah, voilà ma phrase pour présenter ma proposition de valeur en fonction des différents personas», et donc de l'avoir et de se dire: «Bah, voilà, quand j'ai ma liste qui est prête et que là, je sais que je vais appeler un directeur commercial, voilà ce que je vais lui comment je vais le présenter» parce que je sais parce que c'est un travail que j'ai fait en interne et cetera, que leur objectif c'est cela et cetera et donc pareil, en fait, est-ce que tu peux juste, parce que tout à l'heure tu disais que c'est beaucoup la répétition. Comment tu te dis, en fait, cette proposition de valeur, la manière dont je la présente à telle persona, c'est la bonne? À quel moment tu te dis: «OK», dans tout ce process de itératif parce qu'on la trouve pas du jour au lendemain, il y a des moments où on a l'impression que c'est un peu Bien téléphoné, sûr. la personne en face finalement n'a pas trop compris, Ah, moi je dirais, je teste, quitte à rater, et à force, tu sens le truc qui vient. Là, pour le coup, j'avoue que c'est vraiment du feeling. Et après aussi, ce que j'aime bien faire, donc maintenant que je suis commercial, je fais pas 100% de mon travail n'est pas de la prospection, donc c'est encore différent, je trouve, dans l'approche de la prospection. Mais en tout cas, moi, par exemple, à la fin de mes deals, quand il y a eu une partie prospection en amont, avec un prospect ou un client, j'aime bien aussi demander un feedback sur, voilà, sur l'approche qu'on a eue. Bon, là, pas forcément sur un call précis, plutôt sur une approche globale, pour voir aussi un peu, eux, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu envie de nous parler. Quels mots, tu vois, quelle tournure de phrase, quel bénéfice les a intéressés. Et c'est là que tu peux savoir aussi après, derrière, comment tu pourrais le réutiliser sur un persona un peu similaire, je dirais. Mais c'est beaucoup de feeling quand même aussi. Ouais, mais tu vois, ça pourrait marcher même pour un BDR alors moins pour un SDR parce que c'est la personne qui a fait la démarche de venir, de venir, et pour être contacté. Mais dans le cas d'un BDR, je trouve ça intéressant en fait cette logique de quand le rendez-vous est pris, peut-être de demander à l'AE, ensuite, si justement, enfin qu'est-ce qui avait donné envie en fait de prendre le rendez-vous? Voilà, peut-être que des personnes il y a allez, peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui s'en souviendront pas, mais peut-être des personnes qui diront: «Ouais, bah, j'ai bien aimé l'approche» ou effectivement, ou «J'ai été voilà, j'ai été, particulièrement intéressée par rapport à ce sujet-là» et cetera et ça permet effectivement d'affiner, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'écoutes de call et on se pour ça j'aime beaucoup ce que tu dis là, en fait, de poser la question. C'est-à-dire que ça on part de notre feeling, mais notre feeling n'est pas toujours le meilleur, tu vois? Genre dire: «Ouais, là, on voit que là, elle a dit oui, donc on pense que ça plaît, quoi». Mais en fait, tu sais rien, il y a peut-être plein de facteurs. Le prospect, tu l'as appelé au moment où effectivement il se posait des questions, sur ces sujets-là, enfin voilà. Ensuite, en off, on avait parlé de questions, propositions de valeur, mais aussi également de parler d'une customer story, de parler de, d'une réussite. Ça, c'est pas toujours évident et pourtant ça marche parce qu'en fait, on a très peu de temps. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, toi, comment tu essayes de d'amener ça et dans Ouais. quel contexte tu peux le ramener? Alors, pour être honnête, au début, en fait, quand tu arrives dans l'entreprise, les customer stories, les références, on te les donne, tu les récites sans les comprendre, et c'est normal, puisque tu n'as pas assisté. Et puis, au fur et à mesure, en fait, quand tu as la chance de clôturer, de signer tes affaires et de vivre le démarrage de projet, en fait, le fait d'être dedans, quand tu le racontes au téléphone, c'est beaucoup plus fluide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que tu l'as vécu, tu sais, quand tu le racontes, tu le vis. Et donc, moi, comment je le présente en tout cas, c'est en fait, j'essaye de parler de choses que j'ai vécues récemment avec des clients un petit peu. Nous, alors on est répartis par industrie, donc pour le coup, c'est toujours les mêmes cas d'usage. Et donc je réutilise tout simplement, voilà, bah, il y a même pas 3 semaines de cela, j'étais avec X entreprise, et comme vous, il y avait deux, trois départements. Enfin, moi, je raconte un petit peu, et je le fais en une phrase, mais ça, encore une fois, ça dépend si... De toute façon, on le sent. Quand le prospect au téléphone, on sent qu'il a un petit peu le temps, et qu'il est intéressé, il nous laissera un petit peu le temps de parler. Et puis après, si on sent que le temps est écoulé, là, c'est le moment de verrouiller le rendez-vous, je dirais. L'utiliser pile ce qu'il faut pour OK. verrouiller le rendez-vous. Après, il y a autant de call qu'il y a d'appels qui sont tentés, mais dans l'idée, je pense que et c'est pas non plus de le réciter trop vite, comme tu disais au début, où tu récites tout ton speech. Le prospect, il a entendu trois quarts, il dit oui pour te faire plaisir, et puis après, le rendez-vous, il vient pas. Ou alors il vient, mais il sait pas trop pourquoi il est là. OK. Moi, ça m'est arrivé déjà d'avoir pendant des calls, des choses où effectivement, la personne était OK pour me filer,
allez 2 minutes de son temps et au final, on est resté au téléphone 10 minutes parce qu'on a discuté et voilà. Toi aujourd'hui, à quel moment alors il y a toujours cette, comment dirais-je? Difficulté à se dire: «Est-ce que, je reste trop longtemps avec mon prospect?» Au risque de trop lui en dire et de le désintéresser, pour le rendez-vous ou effectivement, comment tu gères ce truc-là? Pour justement, quand tu disais verrouiller le rendez-vous, parfois savoir en fait, bah, clôturer quoi. Quitte à pas répondre à la question ou pas répondre à la question parce que parfois il faut être dur en disant: «Bah, écoutez, heu, voilà, là effectivement vous avez pas le temps, je vous avais dit que je prenais 2 minutes», et cetera et cetera. Toi, comment tu gères ce truc-là? Pour moi, il y a deux choses, il y a deux prismes. Il y a le prisme SDR-BDR, où là, on est objectivé sur les rendez-vous qu'on va prendre. Donc le but, c'est, moi je pense, hein, c'est de teaser, donner envie pour verrouiller le rendez-vous. Et après, c'est le rôle de l'AI, puisque en fait, l'objectif, c'est de prendre des rendez-vous qualifiés. Donc si déjà tu as fait le travail en amont et que tu as identifié le persona, les entreprises, et que la personne a un minimum d'intérêt, moi à un moment, je dis, bah, écoutez, moi je suis pas expert à 100%, je vous propose d'en parler avec l'expert justement. Et juste pour bien terminer, est-ce que vous pourriez, bon, je prends le rendez-vous et puis après je pose une ou deux questions propres à mon secteur. Moi par exemple, je demanderais quelle solution vous utilisez aujourd'hui et quelle est la date de fin de votre abonnement. Ça c'est quand tu es SDR BDR. Quand tu es commercial, je trouve que c'est un autre débat. Euh, Par exemple, si j'ai une conversation de 10-12 minutes, en fait, et que moi-même je me rends compte dans la discussion que en fait c'est pas le bon moment, parce qu'en fait, on va pas se mentir, les prospects, ils achètent quand ils veulent au final. On peut leur donner on peut créer l'urgence, etc. Mais c'est des situations qui sont liées à l'environnement. Moi, comment je le vois, c'est que si en fait, à la fin de l'appel, je me rends compte que c'est pas pertinent, je vais pas forcer un rendez-vous. Mais parce que moi, je suis commercial et je suis pas objectivé sur le nombre de rendez-vous que je vais prendre. Et donc, de toute façon, s'il n'y a pas un vrai potentiel tout de suite, il n'y aura pas de win-win pour le moment. Et par contre, je lui propose, voilà, nous, on a une grosse communication marketing, on fait des événements même à Paris ou autre. Au vu de ce que vous m'avez dit, il y a, je pense, tel événement qui pourrait vous intéresser. Est-ce que ça vous dit qu'on s'y croise? J'essaye de l'embrayer peut-être sur du nurturing, comme on dit, pour l'alimenter. Donc ça va dépendre vraiment, je trouve, du métier aussi. Et c'est pas mal en fait parce que là du coup on va pouvoir aussi, parler de cette partie-là, c'est la fin d'un rendez-vous, la fin d'un la pardon, la fin de la prise de rendez-vous par téléphone. C'est toujours un moment un peu, où parfois je sens quand je fais beaucoup d'écoute où ça descend, le rythme descend. C'est le moment un peu ennuyeux où c'est un peu le cafouillage pour certaines personnes. C'est: «OK, d'accord, on veut même pas lâcher la personne. D'accord, bah, je vous envoie un mail. Bon OK, bah, d'accord, je vous envoie un mail. Donc le mail c'est ça? OK». Bon souvent il y a souvent ce genre de choses, parfois. Du coup, moi, ce que j'aimerais te poser la question, c'est est-ce que tu proposes systématiquement le rendez-vous? Quand j'étais SDR BDR, oui, puisque j'avais identifié OK. le Et persona quand et je le prenais toujours en live, à part si vraiment pour X raison il n'a pas que ça son agenda, etc. Mais j'essaie toujours de mettre un créneau de principe au pire, parce que quitte à marquer suggestion, tu vois, ou proposition de créneau et lui envoyer, parce qu'en fait, ça peut paraître pour du forcing, mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces personnes-là, elles ont des agendas tellement chargés que ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Et donc, ça permet aussi d'avoir quand même de l'illustrer visuellement. OK. Et du coup, maintenant que tu es à eux, tu peux proposer autre chose parce que là, tu es beaucoup beaucoup plus dans une relation, pas uniquement, sur la prise de rendez-vous, mais Ouais, sur le tout à closing, fait. quoi. OK. Donc si je résume un peu tout ça, hem, au-delà de juste prendre le rendez-vous, là, toi, ce que tu proposes, en tout cas, quand on va essayer d'aller plus loin, c'est, vraiment d'être, pertinent sur la partie question. Alors, justement, là, j'aimerais bien qu'on utilise les dernières minutes de notre échange sur ça. C'est que souvent, on peut avoir justement l'inverse, comme on dit à chaque fois: poser des questions», avoir des questions hyper basiques et voire pas très intéressantes. Je vais donner un exemple. Par exemple, ça peut être, OK, aujourd'hui, c'est la guerre des talents. Par exemple, pour en parler à une DRH ou à un responsable de recrutement. C'est la guerre des talents, on sait que les recruteurs ont du mal à recruter. Est-ce que c'est votre cas, quoi? Bon, ça, c'est genre un truc, heu, bon, tu vas pas avoir vraiment une discussion derrière. Est-ce que, tu pourrais donner quels conseils tu pourrais donner justement pour, tu l'as un peu dit sur la partie avantage compétitif, mais, pour construire en fait des questions qui permettent vraiment de se mettre au même niveau? Parce que c'est ça souvent la difficulté, c'est que les BDR ou même les AE sont plus jeunes que leur target ou ont beaucoup moins d'expérience professionnelle que leur target et donc du coup, toute la difficulté, c'est de se mettre à leur niveau, de se dire: «En fait, c'est intéressant là, je parle à quelqu'un qui capte vraiment mes enjeux». Comment tu fais justement pour arriver à ce niveau-là?
Je sais que tu as formé, pas mal de BDR et de SDR justement pour, être beaucoup plus pertinents dans leur prospection. Du coup, est-ce que tu as des conseils Ouais. là-dessus? Pour moi, c'est en étant précis, puisque c'est normal, entre guillemets, quand on débute sur le marché, de moins connaître que sa cible au début. Par contre, tu peux être précis et montrer que tu as fait tes devoirs. Être précis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire citer le nom des personnes. J'ai vu que vous aviez recruté Eva et Jean. Euh, je trouve en étant précis, déjà, on crée la confiance, on montre on montre qu'on a fait ses devoirs. Après, euh, en fait, se renseigner. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps, mais par exemple, moi, je vais sur un site internet. Il y a des outils Google qui permettent de savoir quels outils ils utilisent sur la partie marketing, sur la partie CRM, combien de visiteurs ils ont, tu vois. Et en fait, c'est en donnant ces métriques, en donnant ces informations que tu peux poser des questions plus précises. Je sais que vous utilisez XCRM. Ce CRM, généralement, on se rend compte qu'il y a des limites à tel endroit. Comment vous faites pour éviter ça? Je trouve qu'en étant précis, en posant des questions précises, là, en faisant ces devoirs, là, on peut aller plus loin. Et après, faut se renseigner sur l'industrie, je pense. Moi, je suis assez curieux. C'est quoi le travail que toi tu as fait, parce que généralement que tu as fait toi en fait, au fil du temps? Parce que en fait, la réalité du terrain, c'est que tu prends ton poste de BDR ou même ton poste d'AE full cycle, tu es incentivé sur tes chiffres, tu prends tes rendez-vous, tu as fini ton onboarding. Après, c'est très rare les gens Bien qui sûr. remettent leur nez dedans et ceux qui remettent leur nez dedans, c'est généralement ceux qui sont très comment tu prends du temps toi pour, faire en sorte, bah, ne serait-ce que sur les autres CRM par exemple, toi dans ton cas, tu es sur un marché ultra concurrentiel, les autres font, Tout à fait, évoluent, bien toi tu sûr. évolues mais les autres évoluent. Donc comment tu fais pour toujours être toujours extrêmement précis? Parce que par exemple dans ton cas là, de ce que dans le cas que tu as donné, bah, oui effectivement, les personnes qui utilisent, allez, ce CRM là par exemple, on sait qu'il y a cette limite là, ça se trouve cette limite là Tout à elle a fait. sauté. Voilà, donc comment tu fais justement pour toujours être à jour et pour toujours être, bah, plus précis, plus pertinent en fait, en tout cas dans tes approches, dans tes questions? Alors, il y a des moments, comme tout le monde, je me trompe et je me rends compte qu'en fait, je suis plus du tout à jour. Et comment je m'organise, j'essaie de rester très curieux et de me mettre, même si je le tiens pas tout le temps, 1 heure ou 2 par semaine, où le vendredi après-midi généralement, après manger, où je me bloque du temps pour soit écouter des podcasts. Moi, je suis déjà tous les concurrents sur LinkedIn. Je suis beaucoup de gens qui parlent de sales comme toi en France et aux États-Unis. Donc ça, c'est pour muscler mon jeu déjà sur les approches commerciales. Et après, plus précisément sur l'industrie, je vais suivre les top clients ou les top personnes sur LinkedIn qui parlent de ces industries-là. Et je vais renseigner, je vais écouter, je vais regarder du contenu, je vais écouter des podcasts, je vais développer ce qu'on appelle le business acumen. Et en fait, je trouve que plus on développe cette curiosité, plus on pourra parler le langage de CEO. Tu vois, par exemple, je sais que j'écoute beaucoup le podcast Génération Do It Yourself. Et là, en fait, il y a énormément de CEO qui viennent parler. Ils parlent de leur enjeu avec leur langage. Ça peut être un moyen. Et après, sur la partie plus technique des produits, bah là, en fait, moi, par exemple, je suis toutes les personnes de chez HubSpot ou Pipedrive qui parlent des produits, tu vois, pour suivre les nouvelles fonctionnalités et rester un petit peu à jour, même si parfois, forcément, il y a des décalages. Mais pour voilà, avoir le bon discours. Et surtout, je pense là où j'apprends le plus, c'est quand je vais voir mes clients. Parce qu'en fait, c'est eux qui te font les vrais retours terrain. Et voilà. OK et ben écoute, nickel. Si tu avais encore un dernier conseil à donner, là pour toi, aux personnes qui font du call, assez régulièrement pour muscler leur jeu, ce serait quoi? Dernier conseil à donner, pour moi, c'est s'entraîner et s'entraîner avec. C'est assez bateau ce que je veux dire, mais le faire avec du monde. Le faire avec du monde, pourquoi? Parce qu'on entend des gens se tromper, on entend des gens avoir un bon pitch, et peu importe le niveau. Je sais que moi, j'avais pu m'inspirer d'une personne qui avait une fois lâché une phrase. La personne venait d'arriver dans l'entreprise, j'ai fait ah ça c'est pas fait, je vais le remettre à ma sauce. Et je pense qu'il faut après créer sa propre patte. Donc beaucoup d'entraînement et le faire en équipe, c'est toujours mieux pour muscler son jeu justement. OK et bah, écoute, merci beaucoup Damien pour tous ces conseils et puis, bah, écoute, je te souhaite d'exploser encore tes targets sur le trimestre. Merci, à bientôt. Ciao, ciao, à plus.